Bonjour à tous et bienvenue dans le Grand JT de l'éducation. Tout de suite, le sommaire. Les élèves de terminale viennent tout juste de recevoir leur première proposition d'admission sur Parcoursup. Alors, comment s'y retrouver? On posera la question à nos invités dans quelques instants. Deuxième partie d'émission, on vous présentera les orchestres Demos qui proposent des formations musicales à des enfants qui n'ont pas forcément accès à la musique classique. Ils auront la chance de se produire à la Philharmonie de Paris en fin d'année. Enfin, dans sa chronique Quoi de neuf sur les réseaux, Brandon Warrett vous parlera de l'arrivée de la préfecture de police de Paris sur TikTok. Public visé, évidemment, les jeunes. Mais tout de suite, place à l'actualité en bref avec Brandon Warrett. Brandon, bonjour. Bonsoir Virginie, bonsoir à tous. On commence ce journal par une information que nous avons apprise à la mi-journée. Les parents de l'INSEE, la collégienne qui s'est suicidée le 12 mai dernier, ont porté plainte. Et ce n'est pas une, mais 4 plaintes déposées par la famille pour non-assistance à personne en péril contre le directeur de l'établissement, l'Académie de Lille, les réseaux sociaux Facebook et Instagram, mais aussi les policiers rencontrés par l'INSEE pour dénoncer le harcèlement qu'elle subissait, des plaintes contre ceux qui connaissaient la détresse de l'INSEE et n'ont rien fait. C'est ce qu'a indiqué l'avocat de la famille, maître Pierre Debuisson, qui pointe du doigt de nombreux dysfonctionnements. Dans ce dossier, 5 personnes ont été mises en examen, 4 mineurs pour harcèlement scolaire ayant conduit au suicide, une personne majeure pour menace de mort. On continue avec une autre affaire judiciaire. Un professeur de philosophie a été suspendu de ses fonctions. Il est poursuivi pour viol sur l'une de ses élèves. À quelques jours du début des épreuves de baccalauréat de philosophie, un enseignant du prestigieux Institut catholique de Paris a été suspendu de ses fonctions pour viol. Les faits remontent à la nuit du 30 au 31 août 2019. L'enseignant aurait ramené la jeune victime mineure au moment des faits à son domicile parisien. Une plainte avait été déposée en 2021. Ce mercredi, l'homme a été placé en garde à vue à la brigade de protection des mineurs de la police judiciaire parisienne. Il a ensuite été déféré et mis en examen. Selon les enquêteurs, l'enseignant aurait fait d'autres victimes. Les investigations sont en cours, placées sous contrôle judiciaire hier. Il risque 20 ans de prison. Tout autre sujet maintenant, un enfant a été exclu de son club de basket. La raison, la surdité, évidemment. Son exclusion fait polémique. Ça se passe à l'association sportive Vitani Templemar, un club de la périphérie lilloise dans le nord de la France. Louis, un enfant de 7 ans, pratique le sport qu'il aime. Jusque-là, depuis un an, tout se passait pour le mieux. Mais à partir de la saison prochaine, son club dit ne plus être en mesure de l'accueillir pour les compétitions. La raison, évoquée par le président du club, la sécurité, notamment à cause des coups de sifflet de l'arbitre qui empêcheraient le bon déroulement des matchs. Une justification qui ne convient pas aux parents du petit garçon qui dénonce une discrimination. La maman a partagé sa colère sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook. L'entraîneur lui-même dit qu'il est incroyable pour son âge et qu'il est le meilleur joueur, qu'il est le meilleur jeune, et on lui refuse. Où est l'égalité ? Un message qui n'est pas passé inaperçu puisque la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, lui a répondu sur Twitter. Elle affirme que son ministère trouvera une solution pour Louis et travaille pour que l'accès à une pratique sportive choisie, quel que soit son handicap, soit une réalité partout en France. À l'étranger, les combats continuent de faire des ravages au Soudan. Plus de 50 bébés sont morts dans un orphelinat pris au piège dans les affrontements. Une guerre qui a débuté le 15 avril dernier entre l'armée régulière et les troupes paramilitaires compte déjà plus de 1800 morts et des milliers de blessés selon l'ONG ACLED. Malgré une nouvelle prolongation de la trêve pour tenter d'acheminer une aide humanitaire vitale dans le pays, hier au moins 11 bébés sont morts dans un orphelinat à Khartoum, la capitale soudanaise. Le personnel médical estime que la malnutrition et les fréquentes coupures d'électricité dues aux affrontements sont à l'origine des décès. Au total, 50 bébés sont morts depuis 6 semaines, des nouveau-nés pour la plupart, un chiffre qui risque d'augmenter dans les prochains jours étant donné la difficulté pour les organisations humanitaires de se frayer un chemin au milieu des combats de plus en plus violents. Voilà pour le Soudan. Enfin, on termine ce journal par une page cinéma. L'île Rouge est à l'affiche depuis ce mercredi, un film qui raconte l'histoire méconnue de Madagascar au lendemain de la décolonisation à travers les yeux d'un enfant.
Les yeux de Robin Campillo, 6 ans après 120 battements par minute, le cinéaste français s'est inspiré de sa propre enfance pour l'écriture de son 4e long métrage. Il raconte les derniers mois de la présence militaire française à Madagascar après l'indépendance en 1960. Une histoire peinte à travers les yeux de Thomas, un regard rêveur, curieux et observateur, un film qui mêle l'intime à l'historique à mi-chemin entre les vacances de Monsieur Hulot et un film d'apocalypse. On jette un coup d'œil à la bande-annonce. Bienvenue sur la base 180. Bienvenue à Madagascar. Moi, j'aime bien vous regarder. Je sais, t'as toujours l'œil qui traîne. Tu me regardes dans des moments où on se croit seul, ou alors dans des moments où on n'a pas envie d'être regardé. Ça nous fera un souvenir. Je veux pas de souvenir. Un casting qui nous donne à voir notamment Nadia Tereskevich, César du meilleur espoir féminin 2023 pour sa prestation remarquée dans Les Amandiers. À noter également que L'Île Rouge est produit par Marie-Ange Luciani, la productrice d'Anatomie d'une chute de Justine Triet, Palme d'Or 2023 au Festival de Cannes, également Palme d'Or de la polémique cette année. Et la bande originale, a l'air absolument sublime. Merci Brandon. Alors que les premiers résultats de Parcoursup viennent de tomber, alors comment envisager la suite? Va-t-il y avoir des couacs comme malheureusement on a pu le constater chaque année depuis la mise en place de cette plateforme? Comment s'y prendre pour les gérer? On en parle ensemble avec nos invités. Pour en parler, je suis ravie d'accueillir sur ce plateau Claire Guéville. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes professeur d'histoire-géographie, professeur de principal aussi, de 3 classes en terminale et secrétaire national du SNES-FSU. Et face à vous, Manès Nadal. Bonjour. Bonjour. Pas face, on est d'accord, hein, donc voilà. Juste face physiquement. Très bien. C'est bien, vous êtes dans le game tout de suite, vous. On le voit. Porte-parole Paris de la Voix lycéenne. Alors avant Parcoursup, puisqu'on va en parler de Parcoursup, c'est l'objet de notre débat aujourd'hui. Mais avant cela, avant la réforme de Jean-Michel Blanquer, l'État avait dans l'obligation de trouver une place dans l'enseignement supérieur à tout étudiant titulaire du bac. Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui avec Parcoursup? Non, clairement non. Clairement non, puisque c'est mis en place en 2018 avec la loi Orientation et réussite des étudiants, la sélection généralisée pour toutes les formations de l'enseignement supérieur sans exception. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des formations qui sont davantage ouvertes, parce qu'il y a plus de place. Tout est affaire de place. Et qui dit affaire de place dit classement, et ce sont les premiers classés qui sont pris. Vous travaillez sur la question, Manès Nadal? Mais c'est la même chose, effectivement. En fait, sans complètement le dire, le gouvernement a, depuis des années, remis en place une sélection à l'université. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que, évidemment, cette sélection, elle est idéologique. Le gouvernement préfère sélectionner qui va avoir droit à des études. Et mais pour aussi, autant, pardon de vous couper, mais j'interviens parce que forcément, je fais réagir. C'est-à-dire que ça fait réagir ce que vous dites. C'est-à-dire que le Parcoursup a été mis en place justement pour combattre les inégalités. C'est peut-être ce qu'ils disent, mais moi, c'est pas du tout l'impression que ça me renvoie aujourd'hui. Parcoursup, c'est une machine à broyer l'avenir des lycéens et en faire tout simplement, déjà pour favoriser les entreprises. Globalement, tout le système qui a été mis en place depuis qu'Emmanuel Macron est au pouvoir, il sert à faire travailler plus jeunes les lycéens et de manière plus précarisée. Pourquoi? Parce que ça les dégoûte finalement des études supérieures? On a plus d'apprentissage, on a cette réforme des lycées professionnels à venir qui va aussi détruire le lycée professionnel. Et donc, tout ça mis bout à bout, ça fait que pour moi, le gouvernement pousse à faire travailler plus jeunes ou alors à favoriser les écoles privées. Parce que là, par exemple, on va avoir 94 000 personnes qui, à l'issue de la première phase de sélection, n'ont pas de fac. N'ont pas d'affectation encore. Pas d'affectation. Et le gouvernement dit, mais vous inquiétez pas, il y a 100 000 places dans des formations, des écoles, on ne sait pas trop. Non, puis il y a une deuxième phase surtout qui va arriver. Oui, mais on va en parler. Au final, il va y avoir encore des milliers et des milliers de personnes sans fac qui vont se retrouver soit à devoir trouver un salariat assez rapidement ou alors d'aller dans des écoles qui ne sont pas ce qu'ils ont demandé et qui ne sont pas à l'université publique gratuite. Donc vous diriez que l'un et l'autre, que finalement Parcoursup, cette plateforme, ne permet pas justement de combattre les inégalités qu'on avait face à l'apprentissage, face à l'arrivée dans l'enseignement supérieur, mais au contraire les favorise? Complètement. Et puis, je dirais qu'il y a un projet politique derrière. Je relève ce que disait Manès à l'instant. Très clairement, le gouvernement a fait un choix, depuis 2017, un choix politique a été fait de restreindre
l'accès à l'enseignement supérieur, parce qu'il n'était pas question pour le gouvernement tel qu'il se mettait en place en 2017 et encore aujourd'hui, depuis l'année dernière, d'investir dans l'université et de faire de la place. Aujourd'hui, on n'a pas assez de place pour les jeunes et donc on a un choix politique qui consiste à favoriser le privé et finalement à créer une mécanique de tri qui va reléguer ceux qui sont les moins familiers du système, les plus précaires scolairement. Et l'année dernière, le chiffre est quand même affolant, on a plus de 110 000 disparus de Parcoursup. On pourrait dire les disparus de Parcoursup. C'est comme ça qu'on les a appelés d'ailleurs. Voilà, ils ont disparu des radars. On ne sait pas ce que sont devenus ces jeunes. Et le gouvernement, le ministère de l'Éducation nationale et le ministère de l'Enseignement supérieur sont incapables de nous dire où ils sont. Plus de 110 000, c'est absolument énorme. Donc évidemment, face à ça, il y a une situation qui rend tout le monde nerveux, les familles, les élèves. C'est-à-dire qu'on est au lycée aujourd'hui dans une logique de l'anxiété, de la peur, de la crainte. Ce soir, il y a une vraie pression. Moi, tous mes élèves, ils m'ont parlé de ce 1er juin en me disant « Est-ce qu'on va avoir quelque chose ?» Emmanuel Macron, le président de la République, donc, disait lui-même en 2022 que c'était une usine à stress, Parcoursup. Donc ça veut dire qu'ils sont conscients de la situation. Mais... Allez-y, je vous en prie, Maëlle. Évidemment qu'ils sont conscients, c'est impossible de ne pas le voir. Il y a des témoignages sur les réseaux sociaux de plus en plus. Sur tous les plateaux de télévision. De stress, évidemment. Mais ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que voilà, c'est pas on fait le moins pire qu'on peut. Non, en fait, c'est des choix politiques qui ont été sciemment mis en place depuis des années et dont on voit aujourd'hui les répercussions. Et je vais même aller plus loin. J'ai moi l'impression que c'est de pire en pire, d'année en année. C'est-à-dire que là, on a de la sélection, ensuite on va avoir plus de stages très jeunes, etc. C'est ce que vous disiez pour la formation professionnelle, par exemple. Petit à petit, on arrive sur un salariat étudiant qui est de plus en plus développé. Et c'est un facteur d'échec aussi. C'est-à-dire que c'est ça aussi le problème de Parcoursup. C'est que parce que, imaginons, je vais prendre un exemple. Vous êtes lycéen en terminale à Mulhouse. Et vous voulez faire, je sais pas, une fac d'histoire. Vous allez mettre une fac d'histoire à Mulhouse, à Strasbourg, je sais pas, c'est pas très loin. Donc une fac d'histoire à Strasbourg et une fac d'histoire, j'en sais rien, à La Rochelle. Eh ben, il ne va pas y avoir de hiérarchie. Donc ça se trouve, Parcoursup, il peut vous mettre autant à La Rochelle, alors qu'évidemment, si vous êtes issu de milieux défavorisés, vous ne pouvez pas aller à l'autre bout de la France pour étudier. Ou alors il va falloir travailler. Les transports. Et si vous voulez travailler, là vous allez avoir encore des facteurs d'échec encore plus grands. Donc c'est totalement déconnecté de la réalité, c'est totalement inhumain d'imposer ça aux lycéens. Et donc là, il y a une solution qui est très claire pour nous, c'est que le gouvernement doit engager des négociations avec les syndicats de professeurs, avec les syndicats lycéens, parce que ceux qui connaissent le mieux les lycées, c'est pas des algorithmes, c'est pas des McKinsey, etc. Non, mais on aurait pu penser le mieux la réalité, c'est nous en fait, parce que nous on la vit réellement. Je comprends, mais on est censé penser que effectivement le ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse travaille avec tous ceux qui font l'éducation. Vous pensez que ce n'est pas le cas? Vous êtes au quotidien avec eux. Ça fait longtemps que vous êtes professeur. Depuis combien de temps? J'enseigne l'histoire-géographie, donc et la façon dont j'ai ressenti les choses cette année. C'est la première année où la réforme du baccalauréat se mettait réellement en place avec le calendrier du baccalauréat véritablement arrimé à Parcoursup, au calendrier de Parcoursup. Si les épreuves de spécialité, qui sont si importantes dans le classement des dossiers pour l'accès à l'enseignement supérieur, ont eu lieu au mois de mars, c'est à cause du calendrier de Parcoursup. Bien sûr. Si on a eu moins de temps pour préparer les élèves au bac, c'est à cause de Parcoursup. Et si la désertion des classes maintenant, à partir du mois de mai-juin, avril-mai-juin, c'est aussi à cause de Parcoursup. Mais on voit bien que Parcoursup, c'est un peu le ver dans le fruit. Et finalement, nous, on se sent empêchés de travailler avec les élèves. Alors, on va détailler ensemble, si vous le voulez bien, Parcoursup, parce qu'aujourd'hui, évidemment, j'aimerais qu'on voit les différents cas de figure auxquels peuvent être confrontés les élèves ce soir. Puisque c'est ce soir, les premiers résultats. Il y a le oui, il y a le oui, si, donc au conditionnel. Il y a le en attente et le non. Donc, autant de cas de figure qui, effectivement, sont ultra stressants. Alors, le oui permanent, on imagine que si on a oui dans le vocabulaire, on est rassuré. A priori, tout va bien. Mais que se passe-t-il si on a oui dans une formation qu'on a mise au cas où et on n'a pas du tout envie de la faire? Parce que c'est quand même le cas de beaucoup d'étudiants. Mais c'est le principe de Parcoursup, la fin de la hiérarchie. Et ça va être aussi le cas sur la plateforme, là, Mon Master, qui va être mis en place pour les Master 1. Moi, je le vois comme une manière, en fait, de favoriser les écoles privées.
parce qu'on va avoir peut-être 3-4 facs qui sont des choses qui nous intéressent, et ensuite on va mettre des choses un peu au pif. Et ce qui va se passer, c'est que comme il n'y a pas de hiérarchie, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, ça va favoriser ces endroits-là où il y a plus de place. Mais les écoles privées, faut-il les payer encore? Voilà. Tout le monde ne peut pas le faire. Donc, pour toutes les formations... Ou alors on va pousser à faire des emprunts, etc. Et au final, c'est juste encore plus de précarisation. Alors, oui, alors, le oui, alors les candidats qui vont avoir un oui, il va falloir qu'ils se décident en 48 heures. Donc on va avoir le cas de figure d'élèves qui vont avoir peut-être 5-6 réponses, hein, les meilleurs dossiers, d'un coup ils vont avoir plein de réponses, et il va falloir choisir. Donc 48 heures pour faire une réponse. Quand on choisit des formations qu'on en a vraiment souhaité, tout va bien. Là, je parle vraiment des autres cas qui nous intéressent forcément. C'est-à-dire que le cas de, j'ai forcément 1 ou 2 formations que je voulais absolument faire, et puis les autres parce qu'il fallait que je remplisse. Or, c'est les autres sur lesquels j'ai une réponse positive. Mais c'est la majorité des cas, en fait. Enfin, je tiens à vous dire que dans la psychologie de l'adolescent, on sait bien que la difficulté à se décider, c'est consubstantiel à l'âge. Hein. Donc c'est la majorité des cas. Même un peu plus vieux, admettons-le. Ça peut durer longtemps. Enfin, il y a véritablement donc l'enjeu du temps, toujours, hein, ce temps, cette pression. Et puis, moi, je voulais souligner quelque chose aussi, ce qui est rarement dit, c'est qu'on parle toujours de filières sélectives et non sélectives. Tout ça, c'est un vrai mensonge et c'est de l'escroquerie. Tout est sélectif en vrai. Et parce qu'en fait, c'est dans la loi, hein, ça a été posé comme ça. Et sauf que c'est faux, tout est sélectif puisque toutes les candidatures sont classées et les candidats seront pris en fonction des places. Sauf que pour les formations dites non sélectives, et là c'est un vrai scandale, les jeunes peuvent être mis indéfiniment en attente. Ils n'auront jamais de réponse négative. Jamais. Alors et donc, ils restent jusqu'à la fin de la phase principale en attente. Et voilà, ils sont dans un vide. Mais comment on sait si on a une chance quand on est en liste d'attente, justement, à Manette Snadel ? C'est les places d'en haut qui vont se libérer, hein. C'est le principe de Parcoursup, c'est-à-dire que ceux d'en haut laissent les places à ceux d'en bas, c'est le ruissellement. Mais en fait, on ne sait pas. C'est vrai qu'il y a plein de gens qui sont en attente indéfiniment. Et la réactualisation, elle se fait à quelle heure ? J'invite juste les lycéens qui sont dans ce cas-là à se tourner vers l'initiative qu'on a mis en place, nous, syndicats, où en fait on... À la voie lycéenne. Alors, la voie lycéenne et aussi l'intersyndicale lycéenne et l'UNEF, la FCPE, etc. Et surtout le syndicat des avocats de France, où en fait on a mis en place SOS Inscription. Donc s'il y a des doutes, s'il y a des questions, et même si on peut éventuellement apporter de l'aide, on pourra le faire. Donc c'est une manière aussi, nous, de nous substituer à ce que l'État ne fait pas. Mais qu'est-ce que vous allez pouvoir faire ? Parce que s'ils sont en attente et que c'est un algorithme qui dit que vous êtes en attente, de quelle manière vous allez pouvoir agir ? Aller parler justement avec les facs en question, voir comment ça se passe, s'il reste des places, etc. Remettre un peu d'humain là-dedans, en fait, parce que là, on parle d'algorithme. Mais faire intervenir la justice, parce qu'on peut parler d'avocats, donc faire intervenir la justice en ce sens ? Oui, parce qu'il y a des cas où en fait c'est très flou, on ne sait pas ce qui se passe. Donc nous, on va essayer d'aider dans la mesure du possible. Donc j'invite les lycéens qui ont des doutes ou quoi à poser leurs questions sur sosinscription.fr. Mais bon, ensuite, pour le reste, c'est... Et qui pourra prendre en compte, les frais d'avocat seront payés par qui ? Alors, par les pôles de défense, il y a un pôle de défense de la voie lycéenne, de défense individuelle. Nous, on a des moyens en général de trouver des avocats, etc. Mais bon, c'est sûr, c'est pas facile, hein. Je dis pas ça. Mais dans certaines procédures, on peut arriver quand même à obtenir quelque chose pour ces personnes-là. Et en général, c'est aussi les personnes qui vont rien avoir au final. C'est des personnes qui n'ont pas été informées et qui ont juste été stressées et rien de plus, en fait, par rapport à Parcoursup. Claire Guéville, quand on se retrouve dans la situation dont on parle, là, donc je rappelle, il y a plusieurs situations. Donc il y a le oui, donc ça, on est ravis, on est content. Il y a le oui, si, qui est déjà très délicat. Et puis il y a le en attente, ce fameux en attente dont vous parlez, avec toutes ces semaines dont on ne sait pas si ça va durer 2 jours ou 1 mois, on ne sait pas quoi faire. Les parents sont aussi perdus, parce qu'en fait, il faut imaginer le stress de l'étudiant, de l'enfant, mais le stress aussi des parents qui sont complètement perdus. Et d'autant plus perdus que les informations données sur la plateforme sont particulièrement anxiogènes, puisque vous avez votre rang de classement, vous avez comme ça, parfois, si vous êtes 30 millième sur la liste d'attente, enfin là en général ça apparaît pas, mais ça peut être 10 millième, vous dites c'est foutu, c'est mort. Et oui. Voilà. Et en fait pas forcément, peut-être pas. Et donc alors, si on ne sait pas, on ne peut pas savoir. Et donc vraiment, j'attire l'attention pour tous ceux qui nous écoutent de ne pas trop se fier, de ne pas se fier aux chiffres qui sont affichés et qui sont en fait dans cette logique de communication conçue pour créer de l'anxiété et pousser à une décision hâtive. Parce que Parcoursup a de ça d'un peu pervers dans son fonctionnement qu'il faut prendre une décision très rapidement pour décoincer la machine. Attendez.
Vraiment, je sais qu'on est sur un plateau de télévision, mais vous pensez sincèrement ce que vous dites, vous pensez sincèrement que le gouvernement et le ministère de l'Éducation ont mis en place un système pervers d'anxiété, de fabrication d'anxiété Non mais attendez, pour les vous savez où il étudiants? est Jean-Michel Blanquer aujourd'hui? Là, on est avec le ministre Pap Ndiaye. Non mais d'accord, mais Jean-Michel Blanquer, il est où aujourd'hui? Celui qui a mis en place ce système quand même. Il est... je sais plus si c'est HEC, mais en tout cas c'est une grande école privée. Ouais. Donc moi, oui, effectivement, je pense que ce système a été sciemment mis en place pour favoriser les écoles privées. Oui, j'ai pas de problème à le dire. Enfin, c'est pas parce que Jean-Michel Blanquer est dans une grande école privée que le système a été mis en place. Enfin, je vois pas trop le lien. Bon, pardon, mais non, mais vous avez peut-être raison. Mais enfin, en tout cas, revenons. Je vais de façon, il y a deux objectifs. Hein. Enfin, quand je parle c'est une mécanique de l'anxiété, tout a été pensé comme ça. Et on a un exemple à l'étranger qui est beaucoup plus ancien. C'est la plateforme britannique d'affectation après les études secondaires. Alors on dit A-level au lieu de baccalauréat, donc au Royaume-Uni. Et donc cette plateforme, c'est la grande sœur de Parcoursup. Et le modèle, ça a été ça. Alors si on veut s'intéresser au fonctionnement, mais là beaucoup plus, transparent de la plateforme, il suffit d'aller voir ce qui se passe du côté britannique. Il y avait d'ailleurs un article très intéressant dans Le Monde d'avant-hier, je crois, sur ce sujet. Et donc c'est vraiment... la logique de l'attente, et ce sont ceux qui sont les moins armés scolairement et les moins armés socialement qui doivent finalement trouver les clés du système. Or, en France, Parcoursup, s'il a pris modèle sur la plateforme, elle s'appelle UCAS, cette plateforme britannique, en fait, on n'a pas les clés pour comprendre le jeu, les règles du jeu, puisque d'une part, les critères de classement sont secrets, et d'autre part, cet afflux d'informations, vous savez, je vais parler des rangs de classement, etc., véritablement nuisent au message. Le message, c'est de dire aux familles, t'as une proposition, vite, jette-toi dessus. Donc on ne sait pas si véritablement c'est le bon choix. Parce qu'on sait bien que la décision, et je le disais et je le répète, pour un jeune, et même pour plus tard, comme on le disait, c'est un mécanisme complexe. C'est pas pour rien qu'il y a des psychologues de l'éducation nationale qui travaillent ça. Et puis, les jeunes, ils sont assez seuls dans cette logique, dans ce moment-là. Les personnels de l'éducation nationale dédiés à l'orientation, certes, là, la procédure a été accélérée et un petit peu avancée pour que les jeunes puissent encore avoir un contact avec les psychologues de l'éducation nationale et avec leurs enseignants. Mais malgré tout, un jeune qui est un peu fragile, il sera malgré tout encore plus perdu qu'il ne l'aurait été il y a quelques années. Vous faites tous les deux partie des syndicats et tous les deux, vous êtes effectivement très choqués de la situation que vit l'éducation de manière générale, l'école et effectivement les lycéens avec Parcoursup en particulier. Ce que je n'arrive pas à comprendre, à saisir, c'est que le gouvernement et le ministre de l'Éducation, évidemment, Pap Ndiaye, savent très bien cette situation. Ils en parlent très fréquemment. Ils ont été interviewés à plusieurs reprises à ce sujet. Donc, on sait le stress quotidien. Vous avez pris, on l'a vu, beaucoup la parole récemment sur la réforme des retraites, Manès Nadel, mais aussi sur Parcoursup. Vous prenez aussi la parole aujourd'hui. Je sais que chaque jour, les interviews se font. Est-ce que vous avez encore cette impression qu'il y a un manque véritablement de dialogue et d'horizontalité, finalement, entre ceux qui nous gouvernent et qui font, finalement, la France et nous? Ah, mais c'est pas qu'il en manque un peu, c'est qu'il n'y en a pas du tout. Alors, du dialogue peut-être. Nous, ça nous arrive de parler avec Sarah El Haïry, Pap Ndiaye. Oui, et qu'est-ce qu'ils vous disent? Rien en fait. Ou alors ils nous disent des trucs puis ils les font pas. C'est ce genre de choses. Moi, Pap Ndiaye, c'est quelqu'un que je respecte beaucoup et pour qui on avait de l'admiration avant qu'il devienne ministre de l'Éducation nationale. Pourquoi vous n'en avez plus maintenant? Vu ce qui se passe, il a beau être un grand intellectuel. Moi, quand je vois la situation aujourd'hui, je peux pas donner ma confiance à ces ministres et à ce gouvernement, en fait, tout simplement. Alors, il a pris la suite de Jean-Michel Blanquer, mais vous avez l'impression qu'il ne fait rien pour améliorer la situation de Parcoursup? Peut-être qu'il essaye de le faire, je ne suis pas dans sa tête, mais en tout cas, il n'y a rien qui est fait pour améliorer la situation, plutôt même pour empirer. Et en fait, ce qui est très paradoxal, c'est qu'avant, on avait un stress toute l'année parce qu'il n'y avait que du contrôle continu. Maintenant, on a gardé le contrôle continu et on rajoute des épreuves pour stresser encore plus. C'est-à-dire que finalement, on se retrouve dans une situation qui est encore pire. Donc
Donc nous, on a une solution simple à proposer, c'est que nous, ce qu'on propose, c'est des partiels toute l'année, comme à l'université, donc de temps en temps, qui resteraient des épreuves nationales, qui permettraient une plus grande égalité qu'un contrôle continu où on va avoir par exemple des lycées privés qui vont un peu donner des notes supérieures pour que les élèves soient avantagés dans Parcoursup. Alors c'est pas toujours le cas, on en a parlé avec beaucoup de lycées privés qui au contraire notent difficilement et dont les notes sont rehaussées pour justement s'adapter à la moyenne nationale. Donc c'est pas toujours le cas. D'accord, mais de toute façon c'est le problème du contrôle continu en général, ça dépend des lycées. Exactement. Et ça va faire que certaines universités vont maintenant regarder aussi d'où on vient, de quel lycée on vient. Ah, si on vient de tel lycée dans Paris plutôt que tel autre, peut-être que ça a été plus dur et que donc on va être ensuite favorisé par rapport aux autres. Mais là, Parcoursup a été créé justement pour ça, un algorithme justement anonyme où on n'a absolument pas, a priori... Ah bah non. Non. En fait, il y a un algorithme général, national, mais en fait, chaque formation a son propre, algorithme. Un algorithme, c'est quoi? C'est juste des critères de classement que l'on automatise. Et les critères choisis dans chaque formation, ils sont secrets. Ils sont donc sous le sceau du secret de délibération du jury. C'est le sceau du secret. Ce qu'on sait, parce qu'on a quand même des informations. Moi, c'est des collègues qui siègent dans ces commissions. On sait qu'effectivement, le lycée d'origine peut avoir une influence importante. On sait que les notes de spécialité de mars peuvent être déterminantes. Ou pas. Mais ces fonctions, justement, c'est fluctuant et ça ajoute justement à l'opacité et puis au stress, parce que quand on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé, forcément, ça interroge. Et ça peut changer d'une année sur l'autre. Donc, on ne peut pas se projeter. Donc, c'est vraiment une situation très particulière. Je voudrais revenir sur le dialogue qu'on peut entretenir avec le ministère, alors que ce soit l'éducation nationale ou l'enseignement supérieur. Il faut savoir que Parcoursup, c'est enseignement supérieur. Oui. Et j'ai eu l'occasion d'échanger il y a un peu avec quelqu'un qui s'appelle Jérôme Teilhard, qui est un peu Monsieur Parcoursup. Mais qu'on a reçu et Monsieur Parcoursup m'a dit, mais Mme Guéville, alors il reprend, c'est un élément de langage. En fait, pour diminuer le sentiment d'attente, on a changé les délais. Je dis, mais quel sentiment d'attente? On sait très bien que l'attente, elle est quantifiée par les ministères eux-mêmes, leurs services statistiques, qui ont démontré que, plus on est en bac professionnel, plus on est en bac technologique, plus on est issu de classes sociales défavorisées, plus on attend. Et parfois, on attend définitivement. Et c'est démontré. Et donc, en fait, le dialogue, il est là. C'est-à-dire que, bien sûr, on se voit, mais on ne peut pas parler d'échange. Chacun reste sur ses positions. Après, moi, je constate quand même qu'il y a eu des aménagements de la plateforme au niveau du calendrier qui, bizarrement, rapprochent le calendrier d'APB. On avance... de l'ancienne APB, en fait, qui est l'ancêtre de Parcoursup. Parce qu'effectivement, ça marchait mieux. Pardon, mais le temps presse, on a encore juste une minute pour tous les vœux qui sont donc refusés. Ce soir, je le rappelle, donc on va savoir effectivement si nos vœux sont acceptés, s'il y a un oui, si c'est en attente ou refusé. Une phase complémentaire s'ouvre à partir du 15 juin jusqu'au 14 septembre. Ça veut dire que l'élève, en gros, il reste sans réponse tout ce temps. Il peut, oui. Tout l'été. Ça peut. On peut se retrouver au mois de septembre, et on en a vu des élèves l'année dernière, qui se disent Manès Nadel, voilà, j'ai fait une demande, depuis le mois de mars, je sais à peu près ce que je veux faire, et là on est en septembre-octobre et je ne sais pas où je vais. Bah oui. Bah voilà, moi il y a qu'une petite, une nuance, c'est-à-dire qu'il y a un système de répondeur automatique qui peut se mettre en place en fonction de vos vœux hiérarchisés et vous serez affecté automatiquement dès qu'une place se libère. Je le dis parce que c'est une information pour la phase complémentaire. Très honnêtement, je ne sais pas sur combien de personnes ça va jouer. Nous, ce qu'on constate tous les ans, c'est qu'en fait, ce qui est proposé, vous savez, dans les commissions rectorales qui prennent théoriquement en charge les jeunes sans affectation, sans proposition, c'est que souvent on leur propose des formations là où il y a de la place, mais ça ne correspond pas du tout à ce qu'ils veulent faire, bien évidemment. Manès Nadel, dernière question. Qu'est-ce qu'on peut faire pour remplacer, si on devait remplacer Parcoursup? Alors, j'ai compris l'histoire des partiels que vous proposiez, mais quelle est votre idée? Alors, notre idée, c'est de refonder en fait à la racine ce système de l'éducation nationale qui aujourd'hui en fait prétend être méritocratique, mais l'est pas du tout. C'est-à-dire que l'inégalité, elle arrive à l'école et elle continue jusqu'à la fin, et tout
du début à la fin, va être déterminée par notre classe sociale d'origine. Donc nous, ce qu'on propose, c'est déjà de mutualiser plus de choses entre les lycées technologiques, professionnels et généraux. Parce qu'aujourd'hui, on a une ségrégation qui est quand même très forte, qui va être faite. Et même, on va avoir effectivement aussi le gouvernement qui va dire « mais l'apprentissage, c'est génial ». Mais en réalité, l'apprentissage, c'est pas pour les enfants des ministres. Quand vous dites ségrégation, vous voulez dire qu'il y a un côté communautaire, il y a un côté, enfin, pas communautaire religieux, mais j'entends communautaire dans le sens de la classe sociale, c'est ça? Évidemment. Mais tout le monde le sait. Et on sait que... Alors, jumeler les académies, ce serait possible? Jumeler, oui. Alors, ce qui peut être aussi fait, c'est d'avoir des cours en fait communs entre technologique et général. C'est des pistes qu'on a. On ne dit pas qu'on va tout faire ou qu'on sait tout. Mais ce que je dis en tout cas, c'est qu'il y a une chose qui peut être faite, c'est du dialogue. Mais là, on n'en a vraiment pas. Voilà. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous. Oui, je vois que le dialogue est un vrai sujet. Merci Claire Guéville d'être venue sur le plateau du Grand JT nous éclairer sur Parcoursup en espérant qu'on ait un peu mieux compris le système de cette plateforme. Je rappelle que vous êtes professeur d'histoire-géographie, professeur principal et aussi secrétaire national du SNES FSU et Manès Nadel, porte-parole Paris de la voix lycéenne. Merci à tous les deux. On marque une courte pause et on se retrouve. De retour sur le plateau du Grand JT, nous sommes avec Elisabeth Coxal. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes responsable du pôle pédagogique de Demos. Alors Demos, c'est un projet qui propose des formations musicales à des enfants de 7 à 12 ans qui n'ont pas forcément accès si facilement à l'apprentissage de la musique et de la musique classique encore moins. C'est coordonné par la Cité de la musique et la Philharmonie de Paris. Alors l'objectif, c'est donc un accès de la musique classique pour tous. Pas simple d'avoir accès à la fois à des cours en dehors de l'école, par faute d'argent, par faute de temps, mais aussi parce que ça dépend souvent de la culture de nos parents. Si les parents ne sont pas sensibles à la musique classique, ce n'est pas toujours évident de s'y intéresser. Alors comment on fait justement, grâce à ce projet Demos, pour intéresser ces enfants-là ? Alors, excellente question. En fait, ce projet qui est donc tourné autour de l'orchestre, l'idée est vraiment de proposer aux enfants qui participent un projet qui puisse leur faire découvrir les instruments de l'orchestre. Donc, on va proposer un atelier par ville. Donc, ils sont 15 élèves par atelier et chaque ville a un atelier. Et avec ces 8 ateliers par territoire, on va dire, on forme un orchestre qui après se retrouve à peu près toutes les 6 semaines pour travailler ensemble avec un chef d'orchestre. Et l'idée de tout ça, c'est vraiment de pouvoir découvrir la musique, de pouvoir découvrir un instrument, de pouvoir pratiquer, comprendre ce que c'est que d'apprendre un instrument, de la rigueur que c'est, le plaisir que c'est, de l'amener chez soi, de le faire rentrer un petit peu dans son univers familial, et des fois scolaire, et puis de partager ça avec les personnes de son quartier. Alors vous disiez apprendre autrement, et c'est exactement cela lorsque j'ai lu effectivement tout ce que vous proposiez sur Demos. Plutôt que l'apprentissage traditionnel que vous devez faire évidemment, mais du solfège et de la pratique pure de l'instrument, c'est vrai que vous bâtissez votre formation sur des piliers très importants. Vous l'avez dit, l'orchestre, donc le collectif, qui est très important, puisque c'est vrai qu'on se sent peut-être un peu plus soudé, quand on est peut-être un peu moins habile ou agile ou doué, on se sent porté par les autres, mais aussi par la pédagogie orale et par l'approche corporelle. Alors oui. C'est aussi par le chant et la danse finalement qu'on apprend la musique. Oui, en fait l'idée c'est que la première année soit vraiment une entrée par le corps et la voix, qu'on ne fasse pas vraiment de rapport à la partition qui est parfois un petit peu démotivant pour les enfants qui débutent au conservatoire, parfois pas, mais qu'on soit vraiment dans une première année où on travaille un peu par mimétisme, où tous les ateliers qu'on fait à 15, on puisse se mimer, se regarder, apprendre des uns des autres, vraiment créer cette non-hiérarchie, faire vraiment
vraiment les choses ensemble, apprendre ensemble. D'ailleurs, les référents sociaux qui sont avec les jeunes en atelier, qui les connaissent, qui sont du quartier des enfants, souvent apprennent l'instrument aussi. Du coup, sont en situation d'apprentissage avec eux également. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir un apprentissage sans partition au départ et de vraiment se concentrer sur ce que c'est que cet instrument, qu'est-ce que ça fait comme son, quel est le voilà. Donc l'idée, c'est de commencer par le chant et la danse, puis l'instrument. Pardon, j'ai sauté une étape. Et quand l'instrument arrive, c'est vraiment d'analyser qu'est-ce que c'est que d'avoir un instrument, comment ça se positionne, qu'est-ce que ça fait, où est-ce que ça, comment on le touche, quel son ça fabrique, etc. Et ça, c'est vraiment important pour nous. Et le chant, ça nous aide à chanter tout un tas de choses peut-être un peu complexes, par exemple, qu'on ne pourrait pas forcément jouer à l'instrument au départ, mais qu'on peut peut-être plus facilement chanter, par exemple. Et oui, alors je disais effectivement, donc c'est l'apprentissage collectif, la pédagogie orale dont vous parliez, le son, enfin la sensibilité orale, la danse, le chant, c'est tout ce qui finalement stimule la créativité pour des jeunes qui n'ont pas accès forcément à la musique classique. Est-ce que comment vous arrivez à les séduire en leur disant que non, finalement la musique classique c'est pas réservé à une élite, c'est pas réservé à ceux qui connaissent, mais finalement c'est accessible à tous? Je pense qu'on n'en parle pas forcément. Je pense que l'instrument, la musique, le son, on parle un peu de lui-même. Quand ils démarrent un atelier, ils sont en contact avec 2 musiciens qui viennent, qui jouent, qui leur jouent plein de choses, plein d'esthétiques différentes d'ailleurs. Ils apprennent des morceaux qui sont extrêmement anciens, du XVIIe siècle par exemple, mais ils ont pas forcément, on n'en parle pas forcément au départ. On passe vraiment par la sensation en premier. Qu'est-ce qu'on en pense, est-ce que c'est festif, est-ce que c'est plutôt sombre, et je pense que de pas mettre les mêmes mots que peut-être nous on met dessus, ça aide à juste rentrer dedans et rentrer dans le sujet, et puis ensuite en général quand ils commencent à jouer et qu'ils ont une relation avec leur instrument, que ce soit de la musique classique ou pas, en fait, ça devient une vraie relation à la musique de manière générale. Demos, c'est 46 orchestres répartis sur l'ensemble du territoire. C'est absolument colossal. Prochaine étape, et pas des moindres, 23, 24 et 25 juin à la Philharmonie de Paris. Quel lieu mythique, sublissime. 15 orchestres Demos vont se produire là-bas. Quel est le programme ? Très vaste. En quelques mots, parce qu'on a peu de temps. Oui, bien sûr. En fait, sur les 15 orchestres, chacun a son programme. Chaque orchestre choisit son programme musical. Ce sont les chefs d'orchestre et toute l'équipe pédagogique qui choisissent les programmes des orchestres. Et selon les années dans lesquelles ils travaillent des pièces différentes qui sont plus ou moins adaptées à l'année dans laquelle ils sont. Et donc, ça va de Grieg à Moussorgsky, à Lully, à beaucoup de pièces de tradition orale. Donc il y a une nouvelle pièce du Rajasthan qui sera jouée aussi avec un soliste Rajasthani. Voilà, donc il y a énormément de choses. Justement, en parlant d'instrument, quel est l'instrument de prédilection choisi par les enfants, les élèves au départ ? Alors en fait, parmi les différents ateliers, on va avoir pour chaque atelier une famille d'instruments. Donc ils vont avoir le choix, évidemment, mais à l'intérieur d'une famille d'instruments. Ils se jettent plus sur le violon, plus sur le piano. Alors j'ai l'impression que les instruments graves remportent un franc succès. Le tuba et le violoncelle sont souvent extrêmement choisis, ce qui est rigolo parce que je pense que dans nos notions et au conservatoire par exemple, c'est plutôt les classes de violon et de flûte qui sont très très remplies. Donc ça veut dire que les idées reçues ne sont pas du tout les mêmes. Et c'est très rafraîchissant. Alors justement, en parlant d'idées reçues, il y a 2 parrains. Alors une formidable pianiste, Katia Mounachishvili, et puis Lilian Thuram. Ouais. Lilian Thuram, alors là, a priori, je crois que c'est un ex-footballeur. Rien à voir avec la musique classique. Tout à fait, tout à fait. Il joue lui-même de la musique classique ? Il y est sensible ? Je crois pas. Alors oui, sensible, oui, tout à fait. En tout cas, il vient à énormément de nos concerts. Il passe énormément de temps avec les enfants en arrière-scène en général après, à essayer de leur faire jouer des choses et de faire continuer la musique en dehors de la scène. Donc oui, extrêmement sensible à ce projet et à la musique. Ouais. Merci beaucoup Elisabeth Coxal d'avoir été avec nous sur le Grand JT. Donc je rappelle que vous êtes responsable du pôle pédagogique de Demos. Demos est à retrouver donc 23, 24 et 25 juin à la Philharmonie de Paris. Merci d'avoir été avec nous. Merci. C'est à vous, cher Brandon Warrett, avec votre chronique Quoi de neuf sur les réseaux.
Cette semaine, Brandon, dans votre chronique Quoi de neuf sur les réseaux, vous revenez sur une arrivée surprise sur le réseau social TikTok, la préfecture de police de Paris, j'avoue, je ne m'y attendais pas, avec pour objectif, bien évidemment, séduire la jeunesse. Effectivement, c'est une arrivée inattendue et le compte est tout frais puisqu'il a à peine 24 heures, il a été créé ce jeudi. Alors pour le moment, pas grand-chose à se mettre sous la dent, il faut le dire. Une seule vidéo quand même, pour le planter le décor. Tous les codes du genre TikTok sont réunis. On a du rythme, de l'action, des transitions, des armes aussi. Bon, ça c'est un peu l'exception. Et le ton est donné avec un teaser ambiance blockbuster américain. Regardez. Voilà, bonne ambiance Virginie. Et en y regardant de plus près, est-ce que Virginie, la préfecture de police de Paris, n'aurait pas un peu beaucoup copié sur leurs confrères de la gendarmerie nationale? Regardez, 8 mois plus tôt chez les militaires. On sait qu'on s'est fait attendre, mais promis, on va se rattraper. Allez, bienvenue sur le TikTok gendarmerie. On va vous faire découvrir les coulisses de notre métier. Bon, il y a un peu plus de rythme quand même, mais toute ressemblance avec une force armée existante ou ayant existé n'est peut-être pas fortuite, Virginie. Alors derrière le compte de la préfecture de police de Paris, j'imagine qu'il y a des objectifs précis, Brandon. Bien sûr, exactement. Il suffit de lire la description de cette vidéo de lancement. Notre objectif, faire connaître autrement la préfecture de police, cette grande maison qu'on vous invite à découvrir avec nous. Alors la PP, comme on la surnomme, la préfecture de police, était déjà présente un peu partout sur les différents réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, mais avec TikTok, évidemment, l'objectif est forcément de sensibiliser les internautes les plus jeunes, de se faire connaître, dire aux jeunes que nous sommes à Paris et dans la petite couronne, c'est ce qu'a indiqué la porte-parole de la préfecture de police de Paris, Lumna Atta. Bah oui, parce qu'on parle de petite couronne, mais forcément, nous les moins jeunes, on n'est pas au courant que la préfecture de police de Paris opère en dehors de la capitale. On pensait que c'était uniquement dans le 75, mais la petite couronne, c'est le 92, le 93, le 94. Alors si vous voyez un policier au pied du Stade de France ou au niveau de l'Arche de la Défense, c'est un policier de la préfecture de police de Paris. Voilà, on a au moins quelque chose de pédagogique. Le TikTok de la PP se veut aussi être un compte à but préventif. Ils envisagent de publier par exemple des messages contre le harcèlement ou bien aussi sur les gestes qui sauvent. La préfecture de police montrera aussi les coulisses de son métier et toute la diversité qui va avec, Virginie. Oui, très belle diversité, mais alors on sait aussi que beaucoup de plaintes ont été déposées à l'encontre de certains policiers, évidemment pas tous, plaintes justifiées ou non. Alors est-ce que c'est aussi une façon de redorer une image qui a été un petit peu salie par moments ces derniers temps? Effectivement, avec la désinformation de plus en plus omniprésente sur le réseau social chinois TikTok, le but est aussi de faire contrepoids pour la préfecture de police de Paris, avec notamment beaucoup de pédagogie. L'APP affirme également vouloir publier des vidéos un peu plus humoristiques pour redorer l'image du policier parisien, notamment dans un contexte de réforme des retraites où il est souvent mal perçu. En tout cas, leurs camarades de la police nationale a vraiment compris. Ils ont vraiment compris comment parler à la jeunesse, si on en croit cette vidéo publiée il y a quelques jours avec 4 millions de vues. Voilà, les Avengers sont prêts pour un nouvel opus. Le compte TikTok de la police nationale compte 1 million d'abonnés, Virginie, loin devant toutes les autres forces armées. En tout cas, on attend avec impatience la prochaine vidéo de la préfecture de police de Paris qui va devoir redoubler de créativité et d'imagination pour être à la hauteur par rapport à ses concurrents. Et peut-être qu'ils réussiront même à changer l'image que les jeunes ont souvent d'eux, malheureusement. Et encore une fois, une bande originale absolument incroyable. Je ne sais pas ce que j'ai avec les BO aujourd'hui, mais je suis très branchée musique. C'est comme ça, c'est grâce à notre bon point très intéressant du jour. Merci beaucoup, Brandon. Tout de suite, je vous propose de retrouver Malika Ménard dans Souvenir d'écolier. Elle reçoit Katrina Patchett. Il y a cette rencontre avec Maxime où vous remportez des titres. Est-ce que avant qu'il y ait les castings, les auditions pour Danser avec les stars, vous aviez pris des chemins séparés à ce moment-là? Exactement. Ça faisait combien de temps? Presque 2 ans. Comment ça se faisait?
Alors, faut poser cette question à Maxime parce qu'il sait très bien qu'il a fait une grosse bêtise. Qu'est-ce qu'il a fait? Non. Ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, il pensait pour sa carrière qu'il fallait mieux prendre un autre chemin. Changer de partenaire? Changer de partenaire. Ça m'a énormément déçue parce que j'ai tout sacrifié pour être en France pour danser avec lui. Mais j'ai accepté son choix. Et j'ai pris mon propre chemin. Je suis partie en Slovénie. Je suis partie en Italie, j'ai bossé énormément à Hong Kong aussi à ce moment-là. J'avais 22 ans. Ouais, 22 ans. À ce moment-là, du coup, tu n'as pas retrouvé toi de partenaire entre-temps? Si. Okay. J'ai dansé avec quelqu'un en Slovénie. On a fait des super résultats. On était dans les top 24 au monde. Ok. Et à cet âge-là, c'est hyper rare. Et très peu de temps après, Maxime est revenu. Pour me demander de revenir en France et j'ai dit non. Pendant un an, j'ai dit non. Un peu de fierté? Non, pas fierté. J'avais perdu un petit peu confiance. Ouais. Je l'aimais toujours autant qu'amie. On est toujours restés en contact. Ça a toujours resté une super amie. Mais j'avais besoin de faire mon chemin à moi. De ne pas être dans l'ombre de qui que ce soit. Tu avais la sensation d'être dans son ombre? Pas parce qu'en France, c'était dans le milieu de la danse, c'était tellement une méga star. J'étais sa partenaire, j'étais fière d'être sa partenaire. J'étais très contente de tout ce qu'on vivait ensemble, mais j'avais besoin de faire des choses pour moi aussi. Donc tu lui dis non durant 2 ans? Pendant 1 an. 1 an? 1 an, je lui dis non. Et le destin a fait que j'étais en France pour un week-end. Ouais. Je dansais à ce moment-là avec quelqu'un qui était 3e au monde. Ah oui, quand même. Donc je pensais que ma carrière était faite. Ouais. Et cette personne, pendant que je suis en face de Maxime, m'annonce par texto qu'il voulait mettre terme à notre partenariat de compétition ensemble. Et okay. Maxime me dit, c'est un signe. Et là, j'ai respiré un bon coup, j'ai dit ok, réfléchis. Lui, il était censé aller à New York pour faire un essai avec une fille là-bas. Ok. Ça, j'allais te dire, lui, il n'avait pas retrouvé encore de partenaire à ce moment-là. Et moi, je me retrouve dans cette situation. Je dis, ok Max, laisse-moi la nuit pour réfléchir. Je suis revenue le lendemain. J'adore écrire, donc j'ai écrit sur des petits bouts de papier et tout ça. Je suis revenue, je suis filé mon petit papier. Je suis pas si t'es d'accord sous ces conditions, on continue. T'avais mis des conditions? Et voilà, et depuis 2010... Puis après, c'est à ce moment-là, quand vous reprenez ensemble, que les auditions de Danse avec les stars arrivent. Alors ça, c'était en octobre 2010. Et Maxime, il me dit, il y a Danse avec les stars qui va démarrer en France. C'était déjà connu chez moi, aux États-Unis et en Angleterre. Et il a aidé la production à ce moment-là pour chercher des écoles de danse, etc. Donc il me dit, il y a des auditions et tout. Est-ce que ça te dit qu'on passe les auditions ensemble et tout? Ok. Sauf que je parlais très peu français. Ah bon? Quasiment pas. On s'en rend pas compte. Et du coup, la production, ils adoraient mon profil et tout. Niveau de danse, normal, enfin voilà. Mais ils ont dit à Maxime, il n'y a pas une autre, même profil, même look, même tout, même niveau de danse, mais qui parle mieux français. Et Maxime, encore une fois, je lui fais un petit bisou. Et il a dit à la production, je ne serais pas allée la chercher en Australie si on en avait une en France. Et du coup, voilà. Ça, c'est l'histoire. Tu t'es mis à... Et j'étais prise pour l'émission. Tu as travaillé ton français, du coup, et j'ai dû travailler mon français. Si vous regardez quand même les extraits de la première saison, j'étais quand même sous-titrée de temps en temps. Ouais, mais enfin, j'ai le souvenir de quelqu'un qui est complètement bilingue, non? À ce moment-là, non, pas encore. Pas encore? Deuxième saison, ça allait. Mais la première saison, je n'étais pas encore bilingue, non. Faire cette émission dans le milieu, est-ce que c'est bien vu ou pas? Oui. Dans le milieu... pas forcément dans le milieu de la compétition. Parce que c'est vrai que c'est une autre façon de travailler. On n'est pas là pour travailler notre technique, on n'est pas là pour être les meilleurs du monde, on est là pour donner du divertissement et pour faire du spectacle. Et il y a beaucoup de gens dans le milieu de la danse sportive qui
qui a un petit peu du mal à comprendre ça. Après, ça la rend populaire, la danse sportive. Mais ça donne du business. Aussi. Et ça donne de la visibilité à notre art et notre sport qu'il n'y a pas eu par avant. Donc, pour des écoles de danse, c'est super. Ils sont contents. Mais il y a certains compétiteurs, enfin, pas tout le monde, hein, mais il y en a certains qui sont un petit peu jaloux de la notoriété de certains parce qu'ils disent vous n'avez pas obtenu des résultats du champion du monde, etc. Mais vous brillez à la télé. Ouais. Enfin, mais je comprends quelque part. Mais c'est pas le même travail. C'est juste un travail qui est complètement différent. Et en plus, toi, dès la première année, tu es avec Matt Pokora et tu remportes. Ouais. Danse avec les stars. Première édition, c'est toi qui remportes. Oui, en plus. C'est une grande fierté. Ça veut dire que la production m'a fait confiance depuis cette première saison. J'étais même pas sûre d'être prise par rapport au fait que je parlais pas assez bien la langue. Et cette année-là, ils voulaient pas prendre des risques vu que ça démarrait. Même Jean-Marc Généreux, il hésitait parce que c'était un Canadien avec un accent. Je suis australienne avec un accent qui parlait pas très bien français en plus. Donc c'est vrai que le travail paye parce que les études que j'ai eues dans la danse ont fait que j'ai eu ma place, quoi. Certaines années, tu vois le candidat et tu dis bon là, ça va rouler, et d'autres fois tu dis tout de suite si ça va être compliqué ou pas. On est excité pour des raisons différentes. Parfois, même si je tombe par exemple un David Douillet, j'étais ultra excitée de danser avec lui. C'est vrai? Même si je savais que ça allait pas être le meilleur danseur sur Terre. Je dis, mais c'est ultra intéressant de bosser avec quelqu'un comme ça, avec cette mentalité-là, avec les possibilités de me porter au bout d'un bras sans force. Et c'est des rencontres aussi qui sont ultra intéressants là-dedans. Tu as gardé des contacts avec tes partenaires de danse? Plusieurs, pas tous, mais les plupart, oui. Il y a eu qui? Matt Pokora. La liste est longue. Hein. Matt Pokora, Cédric Pioline, Bastien Baker, qui est venu nous voir en spectacle à Lausanne, en Suisse récemment. Brahim Zaiba, avec qui je suis toujours en contact. Brian Joubert, toujours en contact. Vincent Niclot, de temps en temps. Vincent Ferruti. Oui. Bien évidemment. Oui, je travaille avec tous les matins. Et je l'adore. Et on s'adore. C'est réciproque. Olivier Mine, que j'adore. C'est vrai qu'il y a une sacrée... Ah, j'adore Olivier. Basile Boli. Ouais. Basile, il a fait du bien à la France. Et du coup, c'est vrai que ça fait des... Il y en a, on s'en souvient, d'autres moins, c'est parce qu'ils sont plus ou moins restés longtemps. Ouais, c'est ça. Il y en a beaucoup. Hein. C'est déjà la fin de ce numéro. On se retrouve demain, toujours en compagnie de Katrina Patchett pour la suite de Souvenirs d'écoliers. Merci Malika. Tout de suite, c'est le meilleur de School TV avec le Zap. Le point de départ de l'histoire, c'est une histoire vraie. Absolument. C'est un groupe de profs à qui j'ai eu affaire dans un festival avec mon film précédent, qui m'a parlé d'un principal adjoint un peu étrange auquel ils avaient eu affaire. Et ils m'ont raconté 2-3 éléments qui sont les éléments fondamentaux de cette histoire. Et je me suis dit, tiens, c'est le début d'une histoire. Et vous avez imaginé cette histoire en choisissant un personnage principal qui est ce qu'on appelle aujourd'hui dans les médias un transfuge, et dans la recherche d'ailleurs, un transfuge de classe. Ouais. Qu'est-ce que ça aurait changé que ça ne soit pas un transfuge de classe dans cette histoire? Je pense tout. Ouais. C'est-à-dire qu'il va faire un acte totalement absurde qu'il n'aurait pas fait et où il aurait été bien plus conscient de l'absurdité de la chose si ça n'avait pas été un transfuge. Là, tout d'un coup, il y a quelque chose de... Il y a une pression qui va lui faire un acte totalement en opposition à ses principes d'origine. Et avec ses valeurs. Et puis il est hyper psychorigide, en vrai. Grave. Donc c'est quand même un geste super fort qu'il est en train de faire. Oui. Et absurde, c'est ça qui m'intéressait. C'était l'absurde. D'où la citation qu'on revoit dans la bande-annonce de L'Homme D, qui est un roman culte de Luc Reinhardt. Oui. Un psychiatre, c'est ça, qui dit... oui, alors peut-être que c'est... puisque c'est Yolande Yolande Moreau, qui est le personnage interprété par Yolande Moreau, qui lui suggère de jouer à des moments de sa vie, d'être un peu plus léger et de jouer les décisions importantes de sa vie au dé.
Alors que lui, tout d'un coup, avant, il est toujours très dans les marques, il distingue bien le bien du mal, et là, peut-être il a moins de discernement. Le numérique, aujourd'hui, c'est au cœur de la transformation de l'action publique. On parle vraiment des métiers de demain. Il faut savoir que selon une étude publiée par Dell et l'Institut pour le futur, 85% des emplois de 2030 n'existent pas encore et beaucoup concernent évidemment le numérique. Alors l'enjeu aujourd'hui, c'est de former au plus grand nombre. Alors la transformation numérique est prise en compte dans les formations qui abordent les concepts et enjeux du digital, les technologies web et multimédia dans les services de l'État. Qu'est-ce que l'IGP Qu'est-ce que l'IGPDE, l'Institut de la gestion publique du développement économique? Oui, l'IGPDE intègre les pratiques numériques dans sa pédagogie en offrant des formations dédiées, en favorisant l'évolution donc des métiers déjà existants. Comme le numérique transforme en profondeur le monde des sphères publiques et privées, l'Institut a conçu un cycle spécifique à destination des cadres supérieurs de la fonction publique. Ça s'appelle le cycle supérieur du numérique. Alors il y a plusieurs rendez-vous à ne pas manquer dans l'année, surtout pour se former au numérique. Oui, il y a eu les journées du numérique 2023 qui est une semaine de formation et de conférences consacrées au numérique. C'était en janvier, mais à venir. Il y a aussi le Salon européen du retail, innovation technologique et éco-responsable qui se tiendra les 28 et 29 novembre prochains. Ce sera à Paris, porte de Versailles, sans oublier le Salon Studirama des formations du numérique de Paris. Ce sera le 25 novembre au Paris Ever Center. On en vient à l'école LDLC. Explique-nous un petit peu comment marche le concept dans cette école lyonnaise. Oui, l'école LDLC basée à Lyon ou à côté de Lyon forme à plusieurs métiers tels qu'entrepreneur, chef de projet, traffic manager, rédacteur web, responsable marketing digital. Il y a énormément de métiers qui sont proposés dans cette formation et ça se passe en 3 ans. Comment se passe le cursus? Alors la première année est celle des fondamentaux, fournir un socle de connaissances de base de l'entreprise et construire un état d'esprit plutôt ouvert. La deuxième année est celle du savoir et donc approfondir ses connaissances, ses méthodes et son agilité. Et puis enfin, la troisième année est celle de la valorisation pour construire son avenir et ses projets en capitalisant sur l'ensemble du cursus et en mettant à profit sa culture de l'innovation. Ces 3 années de formation sont orientées vers l'insertion professionnelle ou l'entrepreneuriat et sont structurées sur le rythme de l'entreprise. C'est mieux après de trouver du travail. Tu peux encore aller dans cette école ou pas? Il y a des critères de sélection? Évidemment, comme dans toute école, il y a des critères. Bon, il faut avoir le baccalauréat minimum, présenter une véritable appétence pour le numérique, faire preuve d'une réelle motivation, évidemment. Et des portes ouvertes sont organisées? Oui, tous les jeudis de 17h à 18h30. Il suffit de venir se présenter à l'école et vous serez accueillis donc, par un membre de l'équipe. Une journée porte ouverte est aussi organisée le 17 juin de 10h à 15h. Au programme, visite de l'école, présentation de la formation par l'équipe pédagogique et rencontre avec les étudiants et puis un temps d'échange. La Suède notamment, qui est toujours précurseur extrêmement progressiste en matière d'utilisation d'écran à l'école, est en train de littéralement rétro-pédaler. 15 ans d'écran, oui, mais le nouveau gouvernement de centre droit dit qu'il faut inverser la vapeur. Il est en train de débloquer 60 millions d'euros par an jusqu'en 2025 pour accélérer le retour des manuels dans les établissements scolaires et parti sur une croisade anti-écran. Marion. Tu veux répondre? Non, vas-y, moi je peux. Stéphane, alors vas-y. Non, mais c'est pas ça, c'est que. Alors, le poids des cartables, c'est quand même quelque chose qui est une calamité, et je pense que vouloir les alléger, c'est quand même une bonne chose, parce que parfois c'est illusoire. Donc c'est aussi dans l'organisation quotidienne de l'apprentissage. Je pense vraiment qu'il faut vraiment aller vers la classe inversée et vraiment aller garder les manuels à la maison, garder éventuellement les cahiers d'exercice, les fichiers, comme ils appellent ça maintenant, les fichiers de maths, etc., et qu'ils les apportent, donc qu'ils soient des trucs un peu légers. Là, c'est par rapport à ça. Ça, il ne faut pas l'oublier, parce qu'on ne va pas revenir à 36 000 manuels qu'on va transporter d'un jour à l'autre. Et en plus, là, c'est peut-être plus malheureux, mais aujourd'hui, il y a une population qui a beaucoup de parents qui sont séparés. Donc, en gros, avoir les cahiers là et les cahiers là, on ne peut pas avoir double cahier ou double livre. Donc, c'est un peu compliqué. Les écrans, c'est sûr que ça peut avoir certaines vertus. Et il faut les faire intégrer raisonnablement, pas tout dans l'un, tout dans l'autre. On a tous vu que le 100% online ne pouvait pas fonctionner. Est-ce que vos élèves gardent un lien avec l'école LDLC? Est-ce que vous appelez des alumni? Je ne sais pas si vous appelez aussi comme ça là-bas. Est-ce qu'ils reviennent témoigner, transmettre effectivement leur passion, ce qu'ils ont appris? Il y a un esprit famille dans votre école? Oui, alors à ce jour, il me semble qu'on a une centaine de diplômés. D'accord. Et effectivement, il y a une communauté alumni qui fonctionne assez bien, disons, sur un plan convivial, mais qui a aussi un business, enfin une relation active à l'école. D'accord.
Et dans mon pilier, mais c'est vrai aussi potentiellement dans d'autres piliers, nous avons des intervenants qui viennent donner des cours, qui sont d'anciens étudiants. Et ça, c'est super, hein, vraiment, parce que là, le feeling, l'ADN match complètement avec l'école. C'est l'idéal. Et effectivement, ça se produit de plus en plus fréquemment. Yves-Lise, l'apport des anciens, c'est important ? Oui, c'est très important. On a aussi des anciens qui viennent rencontrer les étudiants les mardis soirs, puisque nous avons un soir par semaine, une fin de journée, qui est dédié à des rencontres avec des professionnels, donc soit des professionnels qui ont des réussites très solides, qui vont témoigner d'un parcours extrêmement inspirant, ou des professionnels qui sont encore jeunes dans leur aventure et qui vont pouvoir donner des conseils, donner des contacts aussi à nos étudiants. Et quand ça vient d'un diplômé, d'un alumni, c'est extrêmement porteur parce que oui, le lien se fait très vite et très bien entre eux. Partout ailleurs qu'au Japon, lorsqu'un bébé pleure, forcément c'est signe négatif. Et là, c'est quelque chose de positif. Alors évidemment, juste pour cette compétition, c'est quelque chose d'ancestral qui existe depuis 1625 au Japon. Évidemment, c'est organisé chaque année, ça cartonne dans le pays. Alors en fait, ça s'inspire d'un célèbre proverbe japonais qui veut dire « Naku kowa sodatsu ». Bien sûr. Évidemment, qui veut dire les bébés qui pleurent grandissent vite. Et en fait, selon les croyances japonaises, les cris des enfants sont censés atteindre Dieu et les pleurs protégeraient les enfants des mauvais esprits, des démons. D'accord, et elle se déroule comment cette compète ? Alors, on a 2 enfants qui arrivent sur un ring, d'un côté et de l'autre. Alors, ils sont protégés par des sumotori qui tiennent ces enfants. On leur fait des grimaces. Et on les secoue gentiment, on attend qu'ils pleurent évidemment. Parce que le bébé secoué, c'est pas génial. Oui, mais c'est particulier. Et si ça ne fonctionne pas, on enclenche la deuxième, et là on leur crie dessus, Naki, 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 pleure, pleure, pleure. Normalement, ça fonctionne. Alors si les 2 bébés pleurent en même temps, on tranche évidemment avec les décibels. C'est le bébé qui crie le plus fort, qui remporte la partie, passe au tour suivant. Et s'il pleure pas ? Alors, s'il ne pleure pas, effectivement, ça arrive aussi régulièrement. On passe au plan B. Et là, c'est assez particulier puisqu'il y a un juge ou un arbitre qui arrive en plein milieu de l'arène et qui va porter un masque de démon qui fait un peu peur pour faire pleurer l'enfant. C'est un rire nerveux, hein. Je trouve pas ça drôle du tout, en vrai. Ça c'est particulier, c'est ancestral en tout cas, c'est respecté et vénéré partout. C'est la fin de ce grand JT aujourd'hui. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Toujours si nombreux, canal 247 sur les Freebox. Et aujourd'hui, un jour particulier puisque c'est le premier jour de diffusion sur le canal 217 de la box Orange. Donc un grand bravo à toutes les équipes de School et merci à tous, tous les nouveaux téléspectateurs d'Orange de nous suivre. Merci à toute l'équipe de School. À la réalisation aujourd'hui, c'est Angèle Jean-Girard. Le son, c'est Thibaut Goury-Lafont. Le maquillage, Laure Audemont. À la rédaction, Emma Guessel et Agathe Delannoy. Et Brandon Warrett aujourd'hui pour les chroniques. Merci beaucoup. Bienvenue sur Orange. Bonne soirée à tous. Ciao.